Donc, je vais présenter cette formation. Donc, dites-moi d'abord si tout le monde entend et voit. Est-ce que vous avez le document qui s'affiche correctement? Alors, je n'ai pas de retour. D'accord, ok, merci. Donc, je vais commencer par vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui pour présenter ce nouveau master, donc, qui s'est ouvert en septembre dernier. Donc, d'abord, je vais vous parler de la conception générale de la formation. Qu'est-ce qu'on vise dans cette formation? Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses ambitions? Ensuite, je vous parlerai des enseignements qui sont dispensés. J'insisterai sur l'effort qui a été le nôtre, le mien, de s'attacher quand même à une certaine pédagogie alors que l'enseignement est à distance, et alors que l'étudiant est tout de même un petit peu livré à lui-même. Donc, il y a un effort qui a été fait justement de pédagogie pour lui permettre de mieux interagir avec les enseignants et de pouvoir conforter ses méthodes. Il faudra que je vous dise également que, bien qu'il s'agisse d'une formation à distance, eh bien, nous avons des examens qui se déroulent en présentiel. Je vous dirai donc comment. La formation, donc droit privé et des affaires, est destinée à former des personnes qui vont être opérationnelles sur le marché du travail. Donc, on envisagera la question de l'insertion, de la valorisation professionnelle. Et donc, il sera question de l'anglais, il sera question aussi de la question des stages. Les débouchés de cette formation ensuite, et puis le dernier point, bien sûr, la sélection, comment j'opérerai cette sélection. Donc, on finira là-dessus. Cette formation, quel est son objectif, son ambition, sa conception? Donc, l'idée de ce master droit privé et des affaires, c'est d'offrir une formation qui a un socle de connaissances et de compétences vraiment solides. Alors, des bases en droit des affaires, mais aussi en droit civil, puisque le droit civil, c'est tout de même aussi la base du droit des affaires. Et puis, des bases qui vont vous servir, puisque vous aurez, certains ambitionnent d'être avocats et donc vont passer l'examen avocat. Donc, ces bases vont être fournies, notamment en EMA. Et puis, il y a évidemment, puisque nous sommes en droit privé et des affaires, il y a une spécialisation qui est celle de ce master et qui est une spécialisation qui va crescendo, puisque en M1, on a un M1 qui est un M1 déjà à forte coloration affairiste par les matières fondamentales qui sont mises en avant dans ce master. Et puis, en M2, eh bien, cette spécialisation affairiste va véritablement s'affirmer avec des nombreuses matières qui vont couvrir tout ce pan du droit privé. Alors, l'idée aussi de ce master, donc master affairiste, c'est de proposer vraiment un panel du droit des affaires, de présenter ce droit des affaires dans toute sa diversité. Alors, on a évidemment les matières qui sont des matières classiques, les disciplines classiques du droit des sociétés, du droit des affaires, là, du droit des sociétés, il y a le droit aussi du travail qui fait globalement partie du droit des affaires. Et puis, on a des disciplines qui sont plus émergentes et qui vont trouver également leur place dans ce master droit des affaires, notamment le droit du numérique. Et puis, une matière qui n'est pas forcément enseignée partout, c'est le financement des entreprises. Donc, c'est une vision assez globale du droit des affaires, puisque il y a 4 pôles de droit des affaires qui peuvent être représentés au sens large. Le pôle contrat-sûreté, le pôle fiscal, social, et puis donc le droit commercial et des affaires stricto sensu.
qui a été voulu également dans cette formation, c'est de s'arrêter au contexte de l'activité commerciale et indépendante. Donc, c'est les matières classiques, hein, on l'a vu, de droit des affaires, mais c'est aussi finalement s'arrêter au contexte plus global. Donc, le contexte pénal, alors, avec notamment du droit pénal des affaires qui est proposé, le contexte international, puisqu'il faut une base quand même de droit international privé, ce qui peut servir hein, dans des litiges avec des problèmes d'extranéité. Et puis, il y a un contexte aussi de l'activité commerciale et indépendante, un contexte patrimonial, puisque, et c'est assumé, il y a des matières qui sont des matières qu'on pourrait croire, donc des matières plutôt de droit civil, mais qui vont servir également beaucoup en droit des affaires pour justement délimiter finalement, on va parler de l'entrepreneur individuel, de sa situation personnelle, hein, de la situation par rapport à ses créanciers. Et là, il y a des matières qui vont, du droit civil qui vont nous aider à appréhender cette question. Le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, et qui va nous mener aussi à une matière spécifique qui sera enseignée en M2, qui est le droit patrimonial approfondi de l'entrepreneur. Matière qui va évidemment faire la part belle à la loi du 14 février 2022 qui donne un nouveau statut à l'entrepreneur individuel. Pour plus de précision, quels sont les enseignements proposés dans ce master? On va les découvrir pour le M1 et puis également pour le M2. Alors, vous avez des enseignements qui sont divisés en trois UE. Évidemment, l'accent est mis sur l'UE1, c'est-à-dire les matières fondamentales. Et on le verra, c'est sur ces matières-là que va porter l'effort pédagogique. Alors, quelles sont ces matières en M1? Pour le semestre 1, vous avez du droit du paiement et du crédit, des contrats civils et commerciaux, et puis au semestre 2, des sûretés et du droit des sociétés. Dans la deuxième unité, premier semestre, donc c'est là où on retrouve des choses qui vont nous aider pour le contexte de l'entrepreneur individuel, donc la matière de régimes matrimoniaux et également du droit du travail, les relations individuelles de travail. Au semestre 2, on continue sur le droit patrimonial de la famille avec les successions et les libéralités. Et puis, une matière évidemment éminemment affairiste, les entreprises en difficulté. Et puis, une matière un petit peu plus d'ouverture, tout en restant évidemment dans le droit privé et tout en restant dans le contexte de l'entreprise, plus ou moins large, donc du droit international privé, du droit pénal des personnes, alors qui peut tout de même servir dans un contexte affairiste, par exemple en matière de délégation, hein, délégation et en matière d'homicide involontaire du chef d'entreprise. Et puis au semestre 2, donc une unité 3, qui comprend des propriétés intellectuelles, donc tout à fait en lien avec le droit des affaires, et également une matière qui peut intéresser le droit des affaires, qui est les matières, procédures civiles d'exécution. En M2, je l'ai dit, la spécificité affairiste va s'accroître, hein, avec donc pour les matières fondamentales, la matière innovante du droit du numérique qui est mise en avant, du droit fiscal, hein, intervenir,
Et puis au second semestre, ça va être du droit économique qui va faire ici son apparition, et le droit du marché, concurrence, consommation, distribution, et aussi le droit du travail qui réapparaît, il était déjà en M1, il revient en M2, et il s'agira ici des relations collectives de travail. La deuxième unité, c'est là qu'on retrouve effectivement cette idée de souci du contexte de l'entreprise. Donc, ce sont des matières qui, effectivement, mettent l'entreprise au cœur qui visent au contexte général d'activité de l'entreprise. Donc, on a au semestre 1 du droit de la sécurité sociale qui vient compléter le droit du travail qui a pu être vu, on l'a vu en M1, et puis qui sera revu en M2. Donc, le droit social est bien représenté. Et puis apparaît aussi au semestre 1 une matière intéressante qui est celle du financement des entreprises. Semestre 2, toujours dans cette idée de contexte de l'activité commerciale et indépendante, eh bien, le contexte pénaliste, avec ce droit pénal des biens et des affaires, et puis ce dont on a parlé tout de suite, la situation de l'entrepreneur, quelle est sa situation patrimoniale, donc avec ce nouveau statut de l'entrepreneur, et quelle est sa situation au regard de son régime matrimonial. Et que se passe-t-il au décès, par exemple, d'un entrepreneur? Qu'est-ce qui peut être fait en amont pour anticiper une transmission d'entreprise? Donc, c'est ici un contexte affairiste et un contexte civiliste applicable à l'entrepreneur individuel. Et puis, en M2, eh bien, l'unité 3 est consacrée donc à la matière d'insertion et de valorisation professionnelle. Donc, on a l'anglais juridique qui va se faire au semestre 1, qui est 15 heures consacrées à l'anglais juridique. Et puis, sera pris en compte au titre du semestre 2, bien le stage obligatoire qui devra être réalisé en M2 et en reparler. De la tronche, tu peux pas passer. Alors, s'il vous plaît, vous éteignez votre micro, ou bien si vous voulez parler, évidemment, vous pouvez intervenir, mais sinon, vous coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, j'en viens. Donc, vous avez maintenant connaissance finalement de ce qui est l'ambition de ce master, des enseignements qui sont proposés, tout du moins du contenu des enseignements. Maintenant, on va s'arrêter plus sur le déroulement de ces enseignements, donc sur la pédagogie de ce master, avec ce souci d'une pédagogie adaptée aux enseignements à distance. Alors, comment ça se passe, ces enseignements à distance? Alors, peut-être êtes-vous déjà habitué à ce type d'enseignement? Vous pourrez me le dire à la fin de cette intervention. Donc, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous avez des cours qui sont déposés sur une plateforme pédagogique qui est Moodle. Donc, vous avez pour chaque cours un espace Moodle qui est créé, et vous pouvez donc, premier moyen de communication avec l'enseignant, c'est de communiquer via un forum. Comme ça, les questions sont posées à l'enseignant, visibles par tout le monde, et les réponses aussi sont visibles par tout le monde. Donc, ce qui fait que ça recrée un petit peu une salle de classe virtuelle qui est déjà un premier moyen d'interagir avec l'enseignant. Alors, vous aurez aussi, avec moi qui suis responsable du diplôme, un lien continu pendant l'année avec des informations qui vous sont fournies. Et ce lien, il se fera également par Moodle, puisqu'il y aura un espace spécifique créé, qui sera un espace information master. Et donc, par le forum, je vous donnerai toutes les informations utiles, et vous pourrez me poser
également les questions que vous avez envie de me poser. Alors, pour que vous voyez de quoi il s'agit, hein, voilà comment se présente l'espace Moodle. Donc, vous avez ici, dans votre espace Moodle, l'ensemble des cours hein, qui sont proposés. C'est par semestre, hein, donc c'est cours par semestre. Et vous trouvez pour chaque cours différentes rubriques. Vous trouvez d'abord une première rubrique qui est le livret pédagogique. Alors, c'est quoi le livret pédagogique ? Le livret pédagogique, il vous est donc fourni, c'est un document qui vous est fourni en début de semestre hein, par chaque enseignant. Et dans ce livret pédagogique, eh bien l'enseignant va vous dire comment il conçoit son cours, ce qu'il attend hein, de vous dans ce cours, qu'est-ce qu'il va donner comme examen pour sa matière et quelles sont les choses qu'il attend, qui sont les points importants de notation pour lui dans cette année. Et puis aussi, il va vous donner le sommaire de son cours et il va aussi vous donner des informations importantes sur la manière dont il va déposer le cours sur Moodle. Et là, c'est chaque enseignant qui décide un petit peu comment il fait, puisque, en fait, certains enseignants déposent dès la première semaine de cours l'intégralité de leur cours sur Moodle. D'autres enseignants, qui sont peut-être en train de construire ce cours, eh bien, le déposent de manière échelonnée. Donc, petit à petit, vous avez des morceaux de cours hein, qui arrivent sur Moodle. Et ça vous est précisé dans le livret pédagogique, c'est-à-dire comment va se faire le dépôt des cours, soit en une fois, soit en plusieurs fois, et avec les dates qui vous sont indiquées pour le dépôt de chaque partie du cours. Donc ça, c'est intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de vous organiser. Hein. Vous savez, puisque vous êtes par ailleurs peut-être bien chargé, vous subissez des contraintes, donc il faut que vous puissiez vous organiser et donc vous savez à quelle date vous pouvez compter sur l'arrivée des cours sur Moodle. Donc vous avez cet espace livret pédagogique, vous avez l'espace de cours et puis on le verra, hein, ce qui concerne les devoirs maison, on verra plus tard, puisqu'il s'agit d'une matière fondamentale ici. Alors, donc vous avez la base hein, de cet enseignement à distance, c'est ces cours déposés sur Moodle. Et je vous disais, il y a tout de même une recherche, une interaction avec l'enseignant, même si on est à distance. Et l'innovation pédagogique, ici, qui est mise en avant, ce sont des cours en visioconférence. Donc, on va voir en quoi ça consiste, ce qu'on y met dans ces visioconférences, comment ça se passe concrètement. Donc, ça, je vais le voir tout de suite. Et puis, dernier point sur la pédagogie à distance, qui est celle de ce master, c'est aussi un souci qui a été le mien, que pendant ce master, eh bien, vous puissiez consolider vos méthodes, même si on est à distance, parce que vous aurez un certain nombre d'exercices qui vous sont proposés et qui va vous permettre de vous tester, de voir ce qui est à corriger et de rectifier le tir hein, en vue des examens. Alors, qu'est-ce qui est proposé du point de vue de la méthode? Eh bien, il y a des exercices juridiques que vous pouvez faire, qui vous sont proposés par l'enseignant des matières fondamentales, donc qui vous sont proposés, ce n'est pas imposé, mais vous pouvez les faire, il y en a 2 par semestre pour les matières fondamentales. Et ce qui est intéressant aussi pour vous, non seulement de conforter votre méthode, mais aussi ce sera de pouvoir, grâce à ces exercices, obtenir des points de bonification sur la note finale d'examen. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, ce qui est proposé pour ne pas vous laisser livrer à vous-même pendant toute cette année d'enseignement à distance, eh bien, c'est encore une fois pour les matières fondamentales de proposer un QCM d'entraînement. C'est-à-dire que vous puissiez vous tester, est-ce que j'ai bien compris le cours, par un QCM qui sera, on verra,
proposés sur Moodle et que vous pouvez réaliser quand vous voulez. Alors, voilà pour les idées principales sur cette pédagogie à distance. Alors, je vous propose maintenant de développer un petit peu tout ça. Hein, et on va parler donc des cours en visioconférence. Alors d'abord, quelques informations pratiques. Comment ça se passe, ces cours en visio? Les modalités générales, le nombre des séances de visio proposées. Comment ça se passe? D'abord, on est en enseignement à distance et on a un certain nombre de personnes qui sont là en enseignement à distance parce qu'elles travaillent, elles sont dans la vie active. Donc évidemment, on en tient compte et on veut que les personnes puissent se libérer pour assister à ces visios. Donc elles sont placées le soir de 18 à 20 heures. Ces visios, on va faire en sorte de les étaler au cours du semestre, justement pour qu'il y ait un lien continu avec l'enseignant. Et puis, on fait en sorte que ces visios, vous puissiez y assister et vous puissiez vous libérer. Et pour ce faire, eh bien, les dates des visios vous sont communiquées au moins un mois à l'avance. Donc, vous savez, vous pouvez vous organiser. Donc, ça, c'est le défi de l'enseignement à distance, c'est de proposer véritablement quelque chose de très organisé, de très planifié, hein, ce qui est très contraignant pour les enseignants, mais parce qu'on sait que vous, étudiants, vous avez des contraintes et vous ne pourrez pas forcément être là si on vous prévient du jour au lendemain. Donc, l'effort est véritablement fait pour vous permettre de vous libérer par une information très en amont. Alors, les visios, combien y a-t-il de séances de visio? Alors, c'est sûr qu'on est dans l'idéal, hein, ce serait d'en faire le plus possible hein, pour avoir ce lien. Simplement, il faut être réaliste, hein, puisque je l'ai dit, certains travaillent, certains ont des contraintes, donc on ne peut pas en faire autant qu'on le voudrait. Donc, ce qui est proposé ici, c'est de faire en M1 2 séances de 2 heures de visio pour chacune des 2 matières fondamentales. Donc, par semestre, il y aura 2 séances de 2 heures pour chacune des matières. Et puis, en M2, on accroît un petit peu cette interactivité, puisqu'il y aura, toujours pour les matières fondamentales, au lieu de 2 séances, eh bien, ce sera 3 séances de 2 heures pour les matières fondamentales de l'UE1. Et puis, ce qui est proposé, mais là, ce qui n'est pas imposé à l'enseignant, donc c'est lui qui va choisir, c'est que pour les matières de l'UE2, dans les 20 heures qui sont réservées à ces matières, l'enseignant peut décider de déposer un cours de 18 heures et les 2 autres heures de les faire en visio. Mais il n'est pas obligé. Donc, il peut aussi déposer son cours de 20 heures et se contenter de cela. Donc, voilà ce qui est prévu. Les visios, à quoi ça sert? Pédagogiquement, quel est l'intérêt de ces visios? Donc, je vous l'ai dit, hein, l'objectif, il est clair, hein, c'est le lien avec l'enseignant, l'interactivité, poser des jalons hein, au cours du semestre pour essayer un petit peu de vous pousser à travailler, puisque quand on est à distance, on peut effectivement ne pas avoir à l'esprit qu'il faut régulièrement travailler, alors que c'est le cas. Hein, il faut se forcer à travailler régulièrement, parce que si on ne travaille pas régulièrement, on arrive au jour des examens et évidemment, ça ne se passera pas très très bien. Donc, l'idée de ces visios, c'est de faire prendre conscience hein, d'une obligation d'un travail régulier avec une révision hein, qui doit être faite du cours pour le jour de la visio. Et puis, l'autre idée, c'est l'approfondissement des matières fondamentales. Alors, ces visios, elles sont conseillées pour vous, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais il faut savoir que ce ne sont pas des
pas un enseignement obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas pointer qui est là, qui n'est pas là, ce n'est pas l'objectif, mais on vous conseille bien sûr de venir pour votre plus grand profit. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces séances de visio? D'abord, là, il faut le dire, c'est le choix libre et total de chaque enseignant finalement de voir ce qu'il souhaite dans ces séances de visio, qui reflèteront donc sa personnalité. Simplement, on ne va pas couper à une petite séance de questions-réponses, puisque certes, les questions, on peut les poser via le forum, mais comme on voit l'enseignant, enfin, comme on a un contact visuel avec l'enseignant par ces visios, eh bien c'est quand même le meilleur moyen d'avoir une réponse à ces questions, puisqu'il y aura, vous posez la question, l'enseignant répond, il voit si vous avez compris, il peut rajouter d'autres explications si vous le lui demandez. C'est quand même beaucoup plus facile qu'une réponse écrite. Donc, il y aura effectivement ça. Et puis après, pour le reste, eh bien, je le disais, c'est au choix de l'enseignant qui peut vous proposer en gros un super TD avec un exercice à réaliser qu'il vous donnera à l'avance et que vous corrigerez ensemble. Et donc, c'est encore une fois un moyen de conforter vos méthodes. Ce que l'enseignant peut vouloir faire aussi en visio, c'est traiter d'un point délicat avec vous, en face de lui, pour réagir, pour voir si vous avez compris. Il y a certains points du cours qui sont quand même un peu techniques et qui seraient un petit peu arides, comme ça, de laisser simplement par écrit. Donc, ça permet ici d'illustrer, de donner des exemples, de bien voir si les personnes ont compris. Donc, pour ces points de droit un petit peu complexes, un petit peu délicats, un petit peu techniques. Et puis, sinon, ça peut être tout ce que veut l'enseignant, par exemple l'approfondissement d'un thème particulier, d'un dossier particulier, avec des arrêts, donc on fait le point sur le thème, etc. Alors, je le disais, autre chose qui est mise en avant dans ce master, c'est les méthodes qu'on cherche à conforter et avec des exercices qu'on va vous proposer qui donnent lieu à des bonifications. Donc, ce sont des exercices facultatifs qui sont proposés uniquement pour les matières fondamentales, tant en M1 qu'en M2. L'objectif, j'en ai déjà dit quelques mots, c'est de conforter vos méthodes et c'est de voir si vous avez bien acquis le cours, acquis les méthodes, et c'est de vous tester aussi avant l'examen. Et comme ça, il y a un devoir déjà écrit qui est rendu. Et l'enseignant va vous faire un retour, va vous corriger, va mettre une note. Et donc, vous pourrez regarder les remarques qu'il vous a faites et vous pourrez savoir quels sont les points à travailler. S'il faut améliorer la rédaction, s'il faut reprendre un petit peu la méthode. Donc ça sert également à cela en vue de l'examen. Donc, c'est intéressant, je le disais aussi, parce que ces exercices vous permettent d'obtenir une bonification, donc des points en plus sur la note de l'examen de la matière fondamentale. Alors, c'est assez intéressant puisqu'on peut aller jusqu'à 3 points maximum sur la note d'examen. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas avoir 3 points, puisque les points sont attribués en fonction de la qualité du ou des exercices réalisés. Bon, par exemple, si vous avez fait les exercices mais que vous n'avez pas eu la moyenne, vous aurez 0 point de bonification. Bon, si vous avez réalisé les 2 exercices, vous avez plus de 15 dans les 2 exercices, là, vous avez les 3 points. Et puis, entre les deux, il y a des barèmes qui ont lieu et que je vous préciserai le moment venu. Alors, ces exercices donnant lieu à bonification, quels sont-ils? Là, il y a une option ouverte à l'enseignant, c'est lui qui va choisir. Soit il vous propose 2 devoirs maison, soit il vous propose un devoir maison et un QCM noté. Alors, je vous propose de découvrir un petit peu plus avant ces deux modalités
possibles pour obtenir des points de bonification et pour conforter ces méthodes. Donc, d'abord, quand on parle des devoirs maison, donc DM, qu'est-ce que ça va être? Le sujet proposé par l'enseignant, ça peut être tout sujet, hein, tout type d'exercice juridique, c'est l'enseignant qui choisit. Donc, il va déposer son sujet, il y aura une date pour le dépôt du sujet. Hein, tout ça est prévu par un calendrier qui vous sera fourni dès le début de l'année. Donc, tout ça est très, très encadré hein, du point de vue de la temporalité. Il n'y a pas de surprise hein, au niveau des délais en EAD. Tout est bien verrouillé hein, dès le départ. Donc, ce sujet, il est déposé sur l'espace de cours Moodle. Si l'enseignant choisit 2 DM, eh bien, évidemment, le dépôt des sujets et la restitution des sujets est étalé sur le semestre pour que vous ayez la possibilité de réaliser les deux exercices. Vous, ce que vous avez à faire, et je vous conseille de faire ces DM, c'est donc de restituer votre devoir sur la plateforme Moodle dans les temps impartis, parce que si vous ne restituez pas dans les temps, vous ne serez pas corrigé. Et puis, l'enseignant va corriger ses devoirs. Alors, soit il les corrige directement sur la plateforme Moodle, hein, soit il imprime et il y aura un scan de ces devoirs. Mais dans tous les cas, vous aurez une restitution sur Moodle de vos devoirs. Donc, vous pourrez les lire, vous pouvez voir les annotations, la note. Donc, c'est ça qui est intéressant du point de vue de la méthode. Alors, je le disais, donc c'est soit 2 devoirs maison, soit un devoir maison et un QCM noté. Alors, le QCM noté, donc il comportera, si c'est ce qu'a choisi l'enseignant pour son 2e exercice, il comportera 20 questions. Les questions, là, c'est l'enseignant qui les formule de la manière la plus libre. Il peut avoir plusieurs objectifs pour vous tester dans ces questions. Alors, ça peut être des questions de pure connaissance, hein, c'est le cours, mais on peut très, très bien réaliser des QCM qui sont très proches de cas pratiques. Hein. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être intéressant de ce point de vue-là. Ce n'est pas du cours bête et méchant hein, qu'on peut simplement proposer pour QCM. Il y a moyen de faire autre chose. Évidemment, c'est un QCM noté, donc il va vous être proposé dans une durée limitée, sinon, évidemment, ce serait un peu facile. La durée limitée va être choisie par l'enseignant. C'est un QCM qui se déroulera donc sur Moodle. Vous serez prévenu hein, en avance de la date, déjà d'abord de la semaine qui est balisée pour ce QCM. Et puis, vous serez prévenu de la date précise, 1 mois avant au moins, sur Moodle. Et donc, je le répète, c'est un QCM qui est réalisé directement sur Moodle, à l'heure prévue, donc vous vous connectez hein, et vous réalisez ce QCM. Également, et c'est autre chose, c'est différent du QCM noté, quelle que soit la formule choisie par l'enseignant des matières fondamentales, soit 2 DM, soit un DM, un devoir maison et un QCM noté, en plus de cela, il y a toujours un QCM d'entraînement, donc par matière fondamentale. L'objectif, encore une fois, c'est de ne pas vous laisser isoler chez vous face aux cours qui vous arrivent sur la plateforme Moodle. Et c'est donc un moyen pour vous de vérifier que vous avez bien acquis les connaissances hein, dans le cadre de ces cours et de la solidité de vos connaissances. Donc, ce QCM d'entraînement, ça veut dire d'entraînement, il n'y a pas de notes. Hein, il n'y a pas de notes, il n'y a pas non plus de bonification. C'est simplement pour vous, un petit peu pour vous situer, pour voir où vous en êtes, est-ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Donc, ce n'est pas pris en compte dans aucun cadre. Hein, il n'y a ni bonification, ni notes. Hein. C'est simplement pour vous. Donc, comment ça se passe? Bien, comme pour le QCM noté, c'est un QCM qui est déposé sur l'espace de cours Moodle. On peut réaliser des QCM
sur l'espace Moodle. C'est l'enseignant qui se charge de la réalisation de ce QCM. Il est à réaliser en ligne par l'étudiant. Et ce qui est intéressant pour ces QCM réalisés en ligne, c'est que vous avez directement la réponse, hein, et vous avez donc une note, mais qui n'est pas prise en compte dans le master, mais simplement qui va vous aider à vous évaluer. Et puis, ce qui est bien dans ces fonctions QCM sur Moodle, c'est que l'enseignant peut paramétrer les réponses et peut vous donner les indications de correction. Donc, il peut mettre ce qu'on appelle des feedbacks, et donc, vous n'avez pas brut la réponse, mais l'enseignant peut vous expliquer pourquoi c'est cette réponse et pourquoi ce n'était pas les autres réponses. Donc ça, c'est vraiment un outil intéressant d'auto-formation et d'auto-test, voir si on a bien compris le cours. Alors, ce QCM d'entraînement, vous en faites ce que vous voulez, hein. On vous le met à disposition. Déjà, donc vous le faites ou vous ne le faites pas. Simplement, on vous conseille de le faire, parce que vous pouvez en tirer profit. Si vous ne le faites pas, il n'y a aucune sanction, hein. Vous le faites aussi quand vous voulez, puisque l'enseignant, là, contrairement au QCM noté, va vous le mettre à disposition, mais il n'y aura pas de moment précis pour le faire. C'est vous qui allez, au moment choisi, au moment opportun, bien, après, donc vous allez le réaliser. Donc là, je vous conseille de le faire, mais après, c'est une question de disponibilité, hein, vous verrez bien ce que vous pouvez faire. On a parlé des cours, de la pédagogie, venons-en aux examens. Alors, les examens, il faut tout de suite le dire, hein, et ça peut être peut-être pour certains, quelque part, quelque chose de limitant, s'ils habitent loin, s'ils habitent à l'étranger, mais les examens se font en présentiel. Les cours à distance, mais les examens en présentiel. Alors, pourquoi? Tout simplement, c'est pour garantir la valeur du diplôme. Donc, vous avez une surveillance, hein, comme n'importe quel type d'examen. Et voilà, puisque, en fait, hein, vous le savez, les masters en enseignement à distance a strictement la même valeur qu'un master classique en présentiel. Et la garantie de cette équivalence de valeur, c'est que les examens soient passés en présentiel. Concrètement, ces examens en présentiel, ils se déroulent pour chaque semestre sur une semaine bloquée. Donc, il y a une semaine pour tous les examens, hein, du semestre, et cette semaine-là, vous la connaissez dès le début de l'année. Donc, vous pouvez vous organiser, hein. Alors, pour vous donner une idée, mais pour l'instant, on a les dates qui sont votées dans un premier temps, mais qui ne sont pas votées définitivement. Donc, je vous les donne, mais c'est sous réserve qu'elles soient confirmées, hein. Donc, la date d'examen pour l'an prochain, ça va être, pour le premier semestre, ça va être mi-janvier, donc une semaine bloquée mi-janvier. Et puis, le semestre 2, ça va être entre mi et fin avril. Donc, pour vous donner une idée. La session 2, elle a lieu l'année prochaine, mi-juin. Donc, attention par rapport aux autres années où la session 2 avait lieu fin août, vous aviez plus de temps pour réviser les matières que vous n'aviez pas pu travailler avant, parce que la session 2 avait lieu assez tardivement, fin août. Là, ce ne sera plus le cas parce que ça pose d'énormes problèmes pour la sélection, on n'a pas les notes, et donc c'est assez problématique. Donc, le calendrier a changé et la deuxième session, maintenant, c'est mi-juin. Donc, il faudra penser à cela, hein, parce qu'on ne peut pas compter sur une révision très, très poussée. On ne peut pas se réserver pour une session 2 qui serait tardive, puisque ce n'est plus le cas. Donc là, il faudra vous organiser en conséquence. Alors, où se passe cet examen? Eh bien, c'est à Grenoble, et plus précisément, c'est sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Tout vous sera détaillé le moment venu, vous ne pourrez pas vous perdre, hein, vous aurez tout. Les examens, quelle est la nature des examens, quelle est leur durée?
Pour les matières fondamentales, matière de l'U1, c'est un écrit de 3 heures. Pour les autres matières, eh bien, c'est un écrit qui peut être de 2 heures maximum, mais qui peut être de moins. Ou bien, c'est un oral et c'est l'enseignant qui choisit. J'insiste aussi pour vous dire, vous parlez des résultats des examens en M1, pour vous dire que, contrairement à ce qui se passe dans les années précédentes, si vous n'avez pas votre année de M1, eh bien, il n'y a pas de droit au redoublement. Donc, le redoublement n'est pas de droit et il faut, si vous voulez redoubler, que vous fassiez une demande de redoublement qui sera appréciée par une commission d'admission. Donc là, il faut effectivement y penser. Je passe à un autre volet de cette formation qui est l'insertion et la valorisation professionnelle. Alors, insertion-valorisation professionnelle qui est servie par deux matières, deux types d'éléments qui sont dans cette maquette, l'anglais et les stages. Alors, l'anglais, il apparaît en M2, donc c'est l'anglais juridique, on l'a vu tout à l'heure. Il apparaît en M2 puisque c'est un élément quand même essentiel dans la vie professionnelle actuelle. Donc, de l'anglais juridique avec 15 heures de cours magistraux d'anglais. Et puis, l'autre, évidemment, élément incontournable dans un master, c'est le stage. C'est le stage. Alors, quel est le point de vue du stage? Il faut savoir que le stage en M1, il est facultatif. Donc, il n'y a pas d'obligation de faire de stage en M1. Évidemment, pour ceux qui ont le temps de le faire, je leur conseille ardemment de faire des stages. Par exemple, ceux qui sont dans l'enseignement à distance parce qu'ils sont éloignés du lieu d'enseignement, ils n'ont pas de contraintes de travail et pas de contraintes liées à une maladie particulière. Donc, ce public-là, il faut qu'ils fassent, enfin, je le conseille fortement de réaliser des stages pour leur propre intérêt, parce que justement, on est en enseignement à distance, donc le stage peut se réaliser strictement sur toute l'année. Et c'est intéressant, toute l'année, sauf les semaines d'examen. Bon, évidemment, vous comprenez pourquoi, mais c'est les seules réserves. Donc, toute l'année universitaire peut être utilisée pour réaliser des stages. Et pensez évidemment à l'année universitaire, ça peut être juin, ça peut être juillet, août, septembre de l'année du master, puisque là, la rentrée en M2 aura lieu simplement en octobre. Donc, profitez de ce temps laissé pour faire des stages. Alors, j'en parlerai de la durée, puisque facultatif en M1, donc c'est facultatif, ça veut dire que si vous en faites, la durée, elle est tout à fait ouverte, puisque vous n'êtes même pas obligé d'en faire. Donc, vous faites la durée de stage que vous voulez en M1, ça ne pose strictement aucun problème, étant donné que c'est facultatif. Le stage, en revanche, est obligatoire en M2. Et c'est là qu'on va évidemment développer ce point, et notamment sur la question de la durée. Donc, j'y venais. Donc, stage obligatoire en M2. Alors, il y a deux questions qui se posent sur le stage et qui sans doute vous occupent, ces questions. Il y a d'abord la question de savoir si on fait véritablement un stage, donc la question de l'effectivité du stage ou d'une éventuelle dispense. Donc, le stage, il est obligatoire, oui, mais on va voir qu'il est obligatoire, mais on peut considérer que le stage est fait sans qu'il soit matériellement fait dans certaines circonstances. Donc ça, c'est le premier point à développer. Et puis ensuite, les modalités du stage, dont la durée. Donc, premier point, c'est l'effectivité du stage ou la possibilité d'obtenir une dispense. L'idée ici, qui a été la mienne, c'est d'être réaliste. C'est d'être réaliste parce qu'on a en EAD un public qui, pour beaucoup d'étudiants, c'est un public qui travaille, qui est dans la vie active, et il est bien évident qu'on ne peut pas à la fois demander à ces étudiants de travailler, d'étudier
et en plus de faire des stages. C'est tout de même un peu lourd. Alors, donc, par rapport à cette situation qui peut être celle de beaucoup d'étudiants, hein, puisque c'est comme les gens dans la vie active, c'est tout du moins cette année, hein, pour cette année, c'est finalement la condition d'éligibilité qui est le plus fréquente, hein. Ils peuvent prétendre à une dispense, ces personnes qui sont en activité. Mais tout de même, l'idée aussi, c'est que vous êtes dans un master et qu'il faut justifier d'une expérience de stage en droit et plus précisément en matière de droit privé et des affaires. Donc, c'est quand même un des attendus de cette formation, c'est qu'il y ait un stage parce que au bout du master, vous êtes censé pouvoir vous insérer dans la vie professionnelle, dans le secteur qui est celui du master. Donc, il faut qu'il y ait une expérience de stage, une expérience professionnelle dans le domaine. Donc, j'essaye de concilier cette réalité, hein, de personnes qui travaillent et aussi cette exigence qu'on a d'un master, hein, qui soit une formation qui ait une connotation donc professionnalisante. Donc, il en résulte quoi? Il en résulte deux situations. Première situation qui va déboucher sur une dispense de stage. C'est la situation où on a un étudiant qui peut justifier que dans le cadre de son emploi actuel, eh bien, il exerce des missions qui peuvent être équivalentes à des missions de stage, et donc des missions juridiques dans le domaine du master, droit privé et des affaires. Donc, dans ce cas-là, eh bien, l'obligation de stage est levée, ou tout du moins, on considère que l'emploi exercé, eh bien, tient lieu de stage. Donc, il n'y aura pas à refaire, en plus de son travail, un stage. Donc, ce qui peut être tout à fait intéressant pour les personnes qui travaillent, mais qui travaillent dans un domaine juridique. Maintenant, il y a une autre situation, c'est la situation la moins favorable, mais là, va s'appliquer quand même l'exigence d'une expérience qui a été faite au cours de ce master, une expérience professionnalisante. Alors, cette deuxième hypothèse, c'est celle où on a un étudiant qui effectivement est dans la vie active ou qui n'est pas dans la vie active. Donc, la question est réglée. Hein, s'il n'est pas dans la vie active, il n'y a pas d'empêchement particulier pour faire un stage. Hein, donc là, il le fera. Mais la question véritablement qui se pose, c'est qu'on a un étudiant qui est dans la vie active, mais qui n'est pas du tout dans le domaine juridique et qui, pour parler crûment, exerce un emploi qui serait un emploi alimentaire. Donc, c'est un emploi qui n'est pas du tout en lien avec le monde juridique et avec le diplôme ici présenté. Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas, malgré toutes les contraintes que vous subissez, je ne peux pas vous dispenser de stage. Et donc, le stage, il faudra le faire. Le stage devra être réalisé effectivement. Donc là, on retombe sur une obligation de stage. Simplement, je tiens tout de même compte de cette situation dans les modalités du stage et notamment dans la durée, hein, pour ces personnes qui sont dans la vie active, mais pas dans le domaine juridique. Et c'est là qu'effectivement, je parle, parmi les modalités qu'on verra, de la durée du stage. La durée du stage, alors si vous avez regardé sur le site de la fac, ce qui est marqué et ce qui reste indiqué actuellement, parce que la modification n'a pas encore eu lieu, n'a pas été votée, c'est une durée de 2 mois minimum. Alors, cette durée de 2 mois minimum, elle est modifiée. Elle n'est pas encore votée, mais ce n'est pas ce que j'exigerai pour le M2, parce que de manière plus réaliste, eh bien, je vais me contenter d'1 mois minimum, justement pour ces personnes qui ont un travail, mais pas dans le cadre juridique, et pour leur permettre quand même d'effectuer ce stage dont elles ne sont pas dispensées. De manière réaliste, on ne peut pas, je crois, exiger un stage de plus d'1 mois pour ces personnes. Donc, ce sera 1 mois minimum
Ça veut dire que pour toutes les personnes qui peuvent faire plus, bien sûr, je les invite à faire un stage d'une durée supérieure. Parce que les stages sont effectivement des expériences professionnelles qui vont ensuite pouvoir être valorisées dans un CV et qui vont favoriser votre insertion professionnelle. Donc, si vous le pouvez, allez au-delà de ce minimum. Mais si vous êtes contraint, eh bien, je n'exigerai que ce minimum d'un mois. Alors, la période de stage de M2, concrètement, elle peut commencer quand et elle se finit quand? Alors, elle peut débuter dès le moment où vous êtes inscrit en M2. Et donc, ça peut être au plus tôt, début juillet. Début juillet de l'année de M1, donc vous avez passé vos examens à l'année de M1, vous arrivez au mois de juillet. Ça suppose évidemment que vous ayez eu votre M1 en première session. Parce que les jurys cette année, l'année prochaine, auront lieu le 10 juillet. Donc, bon, aussi, on peut même tabler sur la deuxième session si tout a été corrigé pour juillet. Donc, vous pouvez réaliser votre stage dès lors que vous êtes inscrit en M2. Mais il faudra faire cette inscription pédagogique. Et dès lors que vous êtes inscrit en M2, alors même que l'année de M2 ne commence qu'au 1er octobre, vous pouvez faire un stage. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre sur le mois de juillet, sur le mois d'août, et même sur le mois de septembre, comme je l'ai dit, puisque ça commence qu'en octobre. Enfin, plus généralement, si vous travaillez, ça va être sur le mois de juillet-août. Vous pouvez faire ce stage. Jusqu'à quand on peut faire le stage de M2? Alors, jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à finalement pouvoir rendre son rapport, puisqu'il y a un rapport à faire, on verra, dans des délais qui soient compatibles avec les délais de jury de la session 2. Alors, c'est ce point-là que je repréciserai, puisque normalement, le jury de la session 2 a lieu maintenant au mois de juillet. Je verrai si, par exemple, si certaines personnes ne peuvent faire un stage qu'au mois d'août de l'année de M2, si pour ces personnes-là, on peut décaler au début septembre le jury de session 2. Mais ça, c'est encore pas fixé. Alors, pour toujours vous faciliter la réalisation du stage, pour les personnes qui doivent l'effectuer de manière concrète et ne sont pas dispensées, il a été également pensé à un étalement du stage ou un fractionnement du stage. C'est-à-dire qu'on peut penser à d'abord un stage qu'on appelle un stage perlé, c'est-à-dire que c'est un stage qui se déroule, par exemple, 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, chez un maître de stage, et puis le reste, vous travaillez. Et dans la limite des heures qui constituerait un mois de stage. Donc ça, c'est possible de le faire tout au long de l'année, sur 1, 2, 3 jours. Ça, c'est une modalité qui sera admise et qui peut-être peut vous faciliter la recherche d'un stage. Et puis également, ce qui est possible pour vous faciliter la vie, et pour ceux qui travaillent peut-être de faire ce stage pendant les congés, c'est de faire un stage qui puisse être fractionné en 2 parties. Donc, le stage, c'est un mois minimum et il pourrait être réalisé en 2 fois 15 jours. Mais attention, pour que ça reste quand même un stage de M2 et pas un stage découverte qui n'apporterait rien à ce niveau d'études. Si c'est 2 fois 15 jours, là, j'exige que ce soit auprès du même employeur. Parce que s'il faut s'amuser dans la première quinzaine chez un employeur, déjà faire le tour des services, on ne va pas apprendre grand-chose, on ne va pas faire de mission réelle. Si c'est pareil pour la deuxième quinzaine, là, ça ne va pas être quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Donc, si c'est fractionné, c'est chez le même employeur, chez le même maître de stage. Du point de vue de la législation, j'attire votre attention, pour ceux qui travaillent, encore une fois, sur les conditions de cumul d'un stage avec un emploi. Notamment ceux qui voudraient réaliser un stage perlé. Donc, sur la même semaine, il ne peut pas y avoir au total plus de 44 heures travail plus stage.
Donc, c'est la limite. La limite légale, c'est 44 heures par semaine qui concerne à la fois le travail et le stage. Donc, ça ne peut pas être dépassé. Donc, si vous me proposez quelque chose qui dépasse cela, bien là, la convention de stage, elle ne va pas pouvoir être formalisée. Donc, il faudra faire attention à cet impératif légal-là. Et puis, on a donc un stage qui a été fait concrètement, effectivement, ou bien on a eu une dispense de stage, mais dans tous les cas, il y aura un rapport de stage à faire, hein, puisque c'est pris en compte dans les modalités d'examen, c'est noté, hein, ce rapport de stage, hein, c'est un coefficient 2 sur les 60 matières de l'année, 60 coefficients de l'année. Simplement, le contenu de ce stage va varier selon la situation dans laquelle l'étudiant se trouve. S'il a fait un stage effectif, donc il n'était pas dispensé de stage, eh bien là, c'est un rapport classique qu'on va exiger de lui. Alors, la présentation de l'entreprise, les missions qu'il a réalisées, ce que ça lui a apporté, etc. Ça, on le reverra ensemble et le cas échéant, je vous dirai précisément ce qui est attendu. Puis, on est dans le cadre d'une dispense de stage, c'est-à-dire que le travail effectué tient lieu de stage, et bien là, on n'est pas, en revanche, dispensé de rapport de stage. Il y a toujours un rapport de stage à faire, et là, il prendra un caractère assez original, puisque ce qui sera ici exigé, c'est, dans ce rapport, c'est d'expliquer en quoi le master pourra faire évoluer les missions professionnelles de la personne. Donc, personne qui travaille déjà, mais pas forcément dans le domaine juridique. Donc, qu'est-ce qu'elle espère? Peut-être au sein de son entreprise, changer de service, etc. Donc, ça, ce sera à vous de le mentionner dans le cadre du rapport de stage. Alors, venons-en au débouché de ce master. Les débouchés, ils sont voulus assez larges parce que c'est un master droit privé et des affaires, mais qui prend en compte le droit des affaires dans sa globalité et sa diversité, qui permet donc de pouvoir toucher à plusieurs professions. Alors, sans être exhaustif, hein, on peut penser à un juriste d'entreprise, juriste en cabinet d'expertise comptable, juriste dans le cadre d'une banque, conseiller patrimonial dans une banque, puisque vous avez des matières qui sont très liées à la situation de l'entrepreneur, à la situation donc point de vue du régime matrimonial, point de vue des successions. Donc ça peut être valorisé. Il y a beaucoup également de droit social au sens strict, donc droit du travail, droit de la sécurité sociale. Donc on peut penser à des emplois de juriste d'organisation syndicale ou patronale, ou juriste dans un organisme de protection sociale, dans le secteur sanitaire et social. Et puis évidemment, et c'est l'ambition de beaucoup d'étudiants qui suivent la formation, c'est de passer l'examen avocat et ensuite bien de pouvoir prétendre à exercer leur profession dans le cadre du droit commercial et des affaires, du droit social ou du droit fiscal. Alors, on en vient au dernier point hein, de cette présentation, point plus concret, plus immédiat pour vous, c'est le point qui concerne donc la sélection dans ce master. Alors, sélection dans ce master, la capacité du master, c'est 25 places. Hein, c'est 25 places. Alors, comme toute sélection, évidemment, seront pris en compte les résultats académiques. Les résultats académiques vont être pris en compte pour la sélection en M1. On parlera de cette procédure de sélection de ces candidatures hein, tout à l'heure. Et puis, quand vous êtes sélectionné en M1, donc il y aura 25 sélectionnés en M1, eh bien, vous avez vocation à poursuivre le M1 ensuite par l'année de M2. Donc, l'idée, c'est que pour ce master, il y ait 25 M1 et donc 25 M2. Mais ce qui peut se passer entre le M1 et le M2, pour ceux qui ont été sélectionnés en M1, ce qui peut se passer, c'est qu'à la fin du M1, eh bien, ils n'ont pas le M1, donc ils sont admis à redoubler, ou bien ils n'ont pas le M1 et ils sont pas admis à redoubler. Mais en tout cas,
ce sont des personnes qui ne vont pas poursuivre cette année-là en M2. Donc, il y aura forcément la capacité en M2 de 25 qui ne sera pas atteinte. Et puis, ce qui peut se produire aussi, c'est qu'il y a des personnes, après le M1, qui peuvent vouloir se réorienter dans un autre M2. Alors, ça peut exister, donc je ne sais pas si c'est très fréquent, puisque c'est la première année de ce master. Bon, c'est peut-être pas quand même une situation très fréquente, mais ça peut exister. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir au départ une capacité de 25 en M1, mais pas forcément une capacité de 25 en M2 à cause des redoublements, à cause des personnes qui ne sont pas admises à redoubler, mais qui donc ne vont pas aller en M2, et puis de ceux qui veulent changer d'orientation, choisir un autre M2. Donc, pour ces places-là de M2, étant donné que la capacité ne sera pas atteinte, eh bien, il y a une sélection directe qui se fait directement pour arriver en M2. Et là, ce n'est pas la même procédure, puisque c'est la procédure e-candidat. Donc, on va détailler ces deux types de procédures. Alors, les candidatures, si vous candidatez en M1, la capacité, donc je l'ai dit, est de 25 places. Vous le savez ou vous commencez à le savoir, et sinon vous allez vous renseigner après cette présentation sur la plateforme Mon Master, puisque là, c'est là qu'il faut candidater. C'est la plateforme Mon Master, donc vous allez retrouver ce master en indiquant, il y a des mots-clés, donc vous indiquez la mention, vous indiquez le parcours, et c'est le parcours droit privé et des affaires, et donc vous allez tomber sur ce master. Les candidatures, je vous l'indique, vous le savez certainement, mais c'est à faire du 22 mars au 18 avril, donc sur cette plateforme. C'est cette année une procédure nationale, donc ce qui fait que vous avez un certain nombre de documents qui vont être à remplir une fois pour toutes, et pour toutes les candidatures que vous allez effectuer, notamment votre identification, vos relevés de notes, etc. Et puis, il pourra y avoir pour ce master des documents spécifiques à remplir. Et là, ce que j'ai demandé, moi, pour ce master, c'est une lettre de motivation que vous devrez remplir. Ça va être parmi les pièces à remplir, spécifiquement pour le master. Il y aura un questionnaire aussi qui sera à remplir, avec un certain nombre de questions sur vos moyennes, etc. Et puis, il y aura, puisqu'on est en enseignement à distance, un justificatif spécifique pour l'éligibilité à ce type d'enseignement qu'on va avoir tout de suite. Et puis, vous le savez, c'est une procédure cette année nationale, donc il y a 15 candidatures possibles, maximum. Mais il faut savoir que c'est 15 candidatures par mention, ce n'est pas par parcours. Donc, c'est en gros, en fait, c'est assez large comme possibilité, parce que les 15 candidatures sont appréciées par mention. Ça, c'est pour ceux qui candidatent en M1. Ceux qui ont déjà un M1, qui veulent donc candidater directement en M2, là, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que je vais prendre en M2, parce qu'on fonctionne un petit peu à l'aveugle, puisque au moment où je vais faire ces sélections en M2, je ne saurai pas qui redouble ou qui ne redouble pas, ou qui va quitter le master pour ne pas faire le M2. Je n'aurai pas ces données-là, étant donné les dates respectives des jurys et les dates de l'opération de sélection. Donc, évidemment, ce qu'il faut dire, c'est que je vais pas faire une liste principale de 25 personnes pour la sélection M2. Parce que j'espère quand même pas qu'il y aura 25 redoublements ou 25 défections. Non, il y aura certainement des redoublements, il y en a toujours, et spécialement en enseignement à distance, puisqu'il y a des contraintes, etc. Ou des personnes qui n'auront pas de redoublement, ou en tout cas qui ne poursuivront pas, mais il n'y en aura pas 25. Donc, je ne vais pas mettre 25 personnes en liste principale, parce que ça augmenterait la capacité en M2, on montrait
à plus de 25, on monterait à 30, 35 ou à 40 personnes, et ce qui n'est pas non plus l'idée hein, d'un master. Donc, ça, je pense que je vais mentir à une liste principale, vraisemblablement de 15 personnes, et puis il y aura une liste complémentaire. Après, s'il y a vraiment des candidatures intéressantes, vraiment intéressantes, je peux aller au-delà de 15. Hein, si je vois des personnes qui ont un profil intéressant, je peux admettre que finalement, on se retrouve à plus de 25 en M2, hein, si c'est pour des personnes qui ont un profil qui sont profil intéressant. Alors, par rapport à la candidature en M1, là, on n'est pas sur mon master. Hein. On est comme les années précédentes, on est sur e-candidat. Donc, il faudra faire une candidature sur e-candidat. C'est pour l'UGA, puisque c'est une procédure locale. Hein, on reste sur une procédure locale pour la sélection M2. Donc, ça va être des candidatures à effectuer hein, sur e-candidat du 3 au 18 avril. Donc, il y a la même, pour ne pas tromper un petit peu les personnes, on va prendre la même date de fin de candidature que pour la sélection M1. Donc, ce sera du 3 au 18 avril. Alors, simplement, je parlais tout à l'heure d'un justificatif que je demande en tant que pièce additionnelle pour ce master particulièrement. C'est que vous prouviez que vous êtes éligible à l'enseignement à distance. Alors, parce que l'enseignement à distance ne peut pas profiter à tout le monde. Il faut justifier qu'on ne peut pas étudier classiquement en présentiel. Quels sont donc les motifs d'éligibilité? Il y en a 6. Et on en a déjà parlé, hein, c'est le fait que vous soyez actuellement dans la vie active, aussi que vous soyez éloigné du lieu de formation, donc très loin de Grenoble, ou à l'étranger même, que vous soyez en situation de maladie ou de handicap, et que cette maladie ou ce handicap vous empêche de suivre correctement des études en présentiel, double cursus également, charge de famille, et puis situation des artistes et sportifs de haut niveau. Donc voilà, ça, si vous voulez pouvoir être sélectionné dans ce M1, qui est à distance, il faudra en justifier. Et puis, je finirai par vous parler des critères de sélection, comment je vais opérer cette sélection parmi les dossiers qui vont m'arriver, qu'est-ce que j'attends, quels sont les points importants de cette sélection. Alors, ces critères de sélection, vous pouvez les retrouver, hein, ce sont des critères publics hein, qui figurent sur mon master, qui est dans la page concernant ce master droit privé et des affaires. Donc moi, ce que j'ai mis en avant pour la sélection dans ce master, bon, c'est d'abord évidemment être titulaire d'une licence droit. Ce que je vais regarder particulièrement, c'est les résultats académiques dans les matières de droit privé et de droit des affaires, hein, puisque c'est tout de même le domaine de ce master. Je vais regarder aussi votre parcours. Hein, si vous aviez quand même des affinités antérieures avec la matière, avec le droit privé et le droit des affaires. Donc, je vais regarder si vous avez suivi des cours magistraux en droit des contrats, en droit commercial et des affaires, en droit des sociétés. Ça, pour moi, c'est intéressant, puisque je vois que vous êtes dans le profil. Hein. Je vais regarder non seulement si vous avez suivi des cours magistraux dans ces matières-là, mais je vais aussi regarder si vous avez suivi des TD. Parce que là, comme ça, je verrai que vous avez déjà une affinité envers la matière et que vous avez pu déjà l'approfondir par le biais de TD. Je vais regarder également les résultats dans les matières à TD, mais je vais regarder ça aussi pour savoir si vous avez acquis les méthodes. Je regarderai les résultats en anglais, mais franchement, c'est quand même pas le point le plus crucial pour moi. Et puis, je regarderai la lettre de motivation et je vais voir si dans cette lettre de motivation, j'y vois apparaître une certaine adéquation entre ce master-là auquel vous prétendez et votre projet professionnel. Donc ça, il faut clairement m'en parler dans la lettre de motivation. Après,
mais sans que ce soit vraiment un critère définitif, parce que justement, on a un public qui, dont certains, un public qui travaille, hein, pour beaucoup. Je peux pas faire d'un critère définitif le fait que vous ayez déjà fait des stages. Il y en a qui travaillent, ils ne peuvent pas faire tout, hein. Donc, mais simplement, si vous avez fait des stages dans le domaine du master, évidemment, ce sera un plus et ce sera très apprécié. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qui seront mes critères de sélection. Alors, ce que je vous conseille, hein, c'est dans votre lettre de motivation, déjà me dire un peu quelle est votre situation, pourquoi vous faites l'enseignement à distance. Et puis, par rapport à mes critères de sélection, mettre en avant les points qui sont véritablement en adéquation avec les critères que j'ai posés, en disant oui, moi je corresponds tout à fait, j'ai suivi un parcours privatiste, j'ai pris un certain nombre de cours magistraux en droit privé et des affaires, j'ai même suivi en TD, j'ai eu des bonnes notes, bon, ça vous me le mettez. Et puis, il peut arriver que le parcours ne soit pas si linéaire que ça, que vous n'ayez pas l'ensemble des critères que je pose. Et c'est à ça que sert la lettre de motivation, c'est à ce que vous justifiez un petit peu de ces points qui ne sont pas totalement dans les clous. Hein, donc là, il faut, ça sert à ça, la lettre de motivation. Voilà, eh bien écoutez, moi j'en ai fini de ma présentation et maintenant donc, je peux répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Alors n'hésitez pas à vous manifester. Si vous ne vous manifestez pas, eh bien, je vais vous libérer et je vais mettre fin à cette présentation. Donc, j'attends aux éventuelles questions. Alors, j'en ai qui arrivent par chat. Pas de questions. Donc, est-il possible de candidater en M2 après un M1 droit international? Alors, il est possible, hein, je veux dire, théoriquement, c'est possible. Hein, si vous avez un M1, vous pouvez candidater en M2. Après, la vraie question, c'est est-ce que vous avez des chances d'être recruté en M2? C'est peut-être plutôt la question qui se pose. Alors, M1 droit international, c'est du droit international privé ou droit international public? Vous pouvez répondre en prenant la parole, hein, directement. Alors, à l'UGA, mais je ne sais pas ce que c'est, moi, à l'UGA. C'est du droit international, alors donc c'est plutôt du public, plus des affaires. Alors pourquoi pas? Et je dirais que après moi je regarde les dossiers, il y a une appréciation individuelle. Hein, je peux pas répondre dans ce cas-là, c'est non, dans ce cas-là c'est oui. C'est un petit peu plus, c'est pas une appréciation robotisée, hein, des candidatures. Alors, le programme LGA, je ne sais pas trop ce que vous entendez par là. Alors, je dirais, il n'y a pas d'objection. Après, moi, ce que je vais regarder, c'est quand même les critères, vous les avez quand même vus, hein, les critères d'appréciation. Et si vous avez fait que du public, c'est sûr que ce n'est pas forcément, étant donné que le master, c'est une formation de spécialisation, si jusque-là, vous avez fait que du droit public, ça va peut-être quand même poser un petit problème de fossé entre ce qui a été votre parcours et ce que représente cette formation. Après, tout dépend aussi du nombre de candidatures qui va se présenter. Tout dépend, si vous avez fait un bon dossier en droit public avec des très bonnes notes, mais que pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez vous réorienter, ça, il faut le dire. Mais voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Je pense que les chances sont presque zéro. Donc, vous faites du droit public. Alors, donc moi, je ne peux pas vous répondre comme ça sans avoir vu l'intégralité du dossier. C'est sûr que vous avez moins de chances que quelqu'un, évidemment, qui aurait fait du droit privé et des affaires, qui aurait suivi tous des cours en droit des affaires, qui aurait fait des TD, qui aurait de bonnes notes. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Après, je ne sais pas non plus quel est votre profil particulier.
Bon, en tout état de cause, c'est comme pour le loto, hein, seuls gagnent ceux qui ont tenté leur chance, mais évidemment, si vous ne tentez pas votre chance, vous ne risquez pas de gagner. À ce titre-là, c'est tout ce que je peux vous dire, sous réserve d'une appréciation, bien évidemment, plus détaillée de votre dossier. Bon, ce que je peux vous dire aussi, c'est que parmi les masters UGA, ce n'est pas le master qui a le taux de pression le plus important. Bah, tout d'abord, parce qu'on est sur un public qui est quand même assez limité, assez restreint, puisqu'on est face à des personnes qui doivent être éligibles. Donc forcément, on a moins de candidatures que dans un master présentiel classique. Donc après, voilà, et les taux de pression, je ne les ai pas parce que c'est la première année cette année, donc on ne les a pas encore, l'année n'est pas finie. Voilà ce que je peux vous dire, hein, mais sachant que les dossiers sont appréciés de manière individuelle. Hein. Je lis les lettres de motivation. Alors, une question qui m'était posée, il n'y a plus de TD les samedis matins, comment L3 EAD? Non, il n'y a plus de TD, donc nous, ce qui est fait, c'est des visios qui se déroulent donc pour les matières fondamentales, qui se déroulent le soir, donc 18 à 20. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois qu'il arrive. Alors, pour l'anglais, il faut présenter le certificat. Donc oui, vous présentez le justificatif dont vous pouvez bénéficier. Donc, si vous avez un certificat, effectivement, ou si vous avez le niveau d'anglais, donc c'est ça que vous devez présenter. Alors, lequel exactement ça, éventuellement, je leur préciserai. Mais je vous ai dit que, pour moi, franchement, ce n'était pas le critère. L'anglais, ce n'est pas le critère principal. Alors, ce n'est pas facultatif, hein, puisque... moi, disons... moi, je ne demande... oui, ça va être une pièce à fournir, effectivement. Ça va être dans le questionnaire. Ça, il faudra préciser si on a la note en anglais, je crois. Alors, je pourrais vous leur dire, parce que là, mais en tout état de cause, ce n'est pas là-dessus que s'opère la sélection. Je vous le dis tout à fait franchement. L'anglais, si vous avez une bonne note, c'est bien. Si vous n'avez pas une note, c'est pas là que je vais quand même faire la différence. D'autres questions? Alors, dites-moi, si je vois apparaître d'autres questions, j'y réponds bien volontiers. Sinon, je vous libère. Alors, est-ce que d'ailleurs, je vais peut-être profiter pour vous demander un petit peu d'où vous venez et voilà. Donc, vous êtes des étudiants de Grenoble ou pas du tout? Enfin, ça n'a strictement aucun intérêt pour la sélection, hein, puisqu'il n'y a pas du tout de... On est en plus en enseignement à distance, donc il n'y a pas du tout de priorité géographique, hein, mais simplement, c'est pour savoir à qui je m'adresse. Hein. D'accord, il y en a qui sont déjà en EAD. Et à l'étranger, d'accord. Alors, à l'étranger, hein, vous avez bien pris conscience qu'il fallait venir en présentiel aux examens. C'est la seule limite, hein, à ce type d'enseignement, c'est les examens. Ok, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre participation. Je veux vous signaler également que cette présentation a été enregistrée, donc elle va être diffusée. Elle va être diffusée sur le site, hein, du master, donc vous pourrez la retrouver. Et vous pourrez la reconsulter si vous n'avez pas pu tout noter. Alors, on me demande une question sur la session 2. Tout à fait. Donc, pour cette année, c'était encore fin août, la session 2, mais l'an prochain, donc si vous entrez en Master 1, eh bien, la session 2 sera en juin.
Alors, est-ce qu'il est possible de faire un M2 en présentiel après avoir fait le M1 en EAD? Théoriquement, rien ne l'interdit. Vous pouvez bifurquer après un M1 vers un M2. Après, la question, c'est pas forcément à moi qu'il faut la poser, c'est plutôt au directeur du master que vous voudriez, auprès duquel vous voudriez candidater pour le M2. Est-ce que théoriquement, rien ne s'y oppose? Après, quelles sont vos chances? Ce n'est pas moi qui peux y répondre ici à cette question. Il faudrait que vous demandiez au master, au directeur des masters que vous voudriez intégrer en M2. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Je ne vois plus de discussion qui s'affiche, donc je vais considérer que oui. Donc, je vous remercie et donc vous trouverez cette présentation sur le site, ça a été enregistré. Bonne soirée à vous et bon courage dans vos recherches de master. Au revoir.